Salut CSF sur ton écran. Alors pour apporter un petit peu de variété, cette fois j'ai décidé de vous parler du gendarme, une spécialité culinaire alsacienne. Mais je pense que ça va faire chier tout le monde, alors à défaut on va faire comme d'habitude, on va parler de jeux vidéo. Bah alors franchement, vous avez tort, hein, vous savez pas ce que vous ratez. Hein. Super bon. Les échecs, peut-être que certains d'entre vous savent de quoi il s'agit. Il s'agit d'un jeu dont l'origine est difficile à déterminer, même si plusieurs sources s'accordent pour dire que ce sont les Indiens qui nous l'ont envoyé. Le jeu d'échecs est très vite devenu un sport à part entière et il est aujourd'hui encore l'une des activités de réflexion les plus populaires au monde. Deux joueurs jouent chacun à leur tour avec pour but d'exploser la gueule du roi adverse. Le problème, on s'en doute, est que cette finalité est imagée et que généralement une partie de jeu d'échecs, c'est plutôt chiant. Il y aura forcément des spectateurs pour venir me contredire en soulignant à quel point une partie de ce sport est captivante. Dans un sens, ils auront raison, mais de mon point de vue, ça reste monstrueusement chiant à regarder. Fort heureusement, les jeux vidéo sont venus à la rescousse. Très vite, les développeurs ont vu le potentiel de ce machin. On a un roi, des tas de pions, des tours, des cavaliers. Ben oui, il y a là parfaitement de quoi créer une armée et partir se foutre sur la tronche avec son voisin. Et ni une ni deux, alors que les moins inspirés créaient de véritables jeux d'échecs en poussant toujours plus loin le concept de l'intelligence artificielle, parfois même avec une petite nuance gore assez distrayante, d'autres, nettement plus couillus, y ont apporté quelques modifications pour proposer de bons vieux jeux au tour par tour, comme Rampart, North and South et même Worms. Si on y regarde de plus près, chacun de ces jeux demande aux joueurs de placer correctement ses pièces, d'agir en fonction de l'adversaire, et d'occuper de façon pertinente l'aire de jeu pour pousser l'adversaire à faire une connerie. Si ces jeux ne vous disent rien, croyez-moi pourtant si je vous dis que pas mal de joueurs y ont passé des heures, voire des nuits entières. Bien plus tard, sans que le concept ne tombe dans les oubliettes, certains l'ont poussé encore plus loin en y ajoutant des tas d'éléments comme la magie, les possibilités d'amélioration des unités et des phases de construction toujours plus poussées. Il y en a même qui ont été jusqu'à retirer le tour par tour pour forcer les joueurs à agir en même temps. Et les RTS étaient nés. Impossible alors de ne pas citer l'anthologique Dune 2 qui, dès 1992, imposa ses solides bases. Dans la foulée, Blizzard et Microsoft nous gratifièrent chacun des tout aussi marquants Warcraft et Age of Empires qui prirent surtout de l'importance grâce à leurs suites respectives. Ces jeux, c'était des tueries. Non, c'était des bombes atomiques. Des Léviathans. Des Kefka puissance Sephiroth, ou plus simplement de très bons jeux. Le problème, car il y en avait un, c'était l'aspect chronophage qui se mélangeait alors méchamment avec cette courbe de progression punitive. En gros, pour être bon, il fallait y jouer. Longtemps. Et souvent. Aujourd'hui, on peut même faire la parallèle avec des jeux comme League of Legends ou Smite, je sais pas trop, je m'en fous. Il s'agit encore d'une nouvelle évolution du concept, et si vous n'y avez jamais joué, amusez-vous à rejoindre une partie juste pour voir. Vous allez vous faire recevoir, je ne vous explique même pas comment. Si vous pensiez que les FPS avaient le monopole des petits ponts de rajout qui vous insultent soit quand vous avez le malheur de ne pas avoir plus de 60 heures de jeu à votre compteur, soit quand vous avez l'outrecuidance d'être meilleur qu'eux, alors là, vous allez être surpris. Et non, ce n'est pas un fake. On trouve réellement de ça sur ces jeux. Tout ça pour dire que pour pleinement profiter de ces jeux, il faut déjà y avoir joué pas mal d'heures avant. On fait comme on veut, mais l'accessibilité n'a jamais été la pierre angulaire de ce type de jeu. Et c'est là que Triple Town entre en scène. Juste pour bien situer le jeu, parlons un instant d'une certaine catégorie de jeux de réflexion. Vous connaissez certainement au moins un jeu dans le style. On vous balance des formes de couleurs différentes, vous devez les associer entre elles, et quand vous arrivez à en mettre 3 en contact, ils disparaissent. C'est tout bête, mais ça a fait ses preuves, et si vous pensez qu'il a fallu attendre Candy Crush pour découvrir ce concept, vous vous plantez en beauté. Alors maintenant, où est le lien entre ces petits jeux de réflexion qui semblent sans grande prétention et le formidable univers des jeux de stratégie ? Eh bien, il se trouve certainement au niveau de Triple Town, jeu qui reprend le concept de la construction d'une ville avec un semblant de gestion de ressources marqué par la génération aléatoire d'éléments à assembler entre eux. Concrètement, voilà comment ça se passe.
Ça, c'est l'élément de base, la touffe d'herbe. Si vous assemblez 3 touffes d'herbe entre elles, vous obtenez un buisson. Et si vous assemblez 3 buissons entre eux, ça vous donne un arbre, puis une cabane, puis une maisonnette, puis une villa, et ainsi de suite. Point de départ qui peut sembler con présenté comme ça, mais qui devient furieusement addictif passé la deuxième partie. En effet, lors du premier essai, on découvre les bases, lors du second, on les comprend, et c'est lors du troisième qu'on commence à établir des stratégies, qu'on anticipe sur les coups à venir, et qu'on se dit que merde, je sais qu'à la prochaine partie, je peux faire plus. Les petites subtilités arrivent très vite. Le buisson prendra la place de la dernière touffe d'herbe posée. Forcément, ça implique une gestion astucieuse de l'espace qui vous est alloué. Et très vite, cet espace va en plus être envahi par ces connards d'oursons qui arrivent toujours à se placer là où il ne faut pas. Mais les oursons, on peut les buter. On les encercle et paf, ils se transforment en tombes. Et 3 tombes ensemble, ça fait quoi? Ça fait une église. On apprend alors très vite à coincer ces salopards dans un coin pour pouvoir se développer dans un autre. Et voilà que déboulent les oursons ninja. Oui, dit comme ça, on perd un peu en crédibilité, mais moi plus rien ne m'étonne dans l'univers des jeux vidéo. Les oursons ninja peuvent sauter n'importe où sur la carte, et ils sont généralement experts pour se foutre là où ça vous emmerde le plus. Mais les développeurs ont été sympas et ils ont pensé à créer des petits bonus comme la réserve express qui vous permet de stocker un objet pour pouvoir l'utiliser plus tard, ou encore une petite boutique virtuelle dans laquelle vous pouvez acheter au moyen d'argent virtuel gagné en cours de partie divers objets plus ou moins utiles suivant les situations. De toute façon, si tout ça ne vous semble pas clair, soyez rassurés. Un petit didacticiel vous permet de vous familiariser avec toutes les bases et les commandes classiques. De plus, une petite indication au bas de l'écran vous indique en permanence quelle combinaison donne quel résultat. Avec ça, il sera difficile de se tromper. Le jeu propose plusieurs cartes. Il y en a une avec un espace bouffé par de l'eau, une sans le moindre ourson, et encore une autre spéciale sur laquelle vous pourrez récolter d'autres ressources à utiliser plus tard en cours de jeu. Sous ces airs simplistes, le jeu est donc assez complet et propose forcément une durée de vie illimitée, mais on va détailler ça tout de suite. Bien évidemment, quand on dit d'un jeu qu'il est tout public, ça signifie qu'il est pour tout public en âge de jouer à un jeu vidéo. Même si la classification PEGI estime qu'à 3 ans, on peut commencer à river son attention vers un écran, chacun est libre d'avoir son avis sur la question. Pour ma part, je suis intimement persuadé qu'il y a mieux à faire pour les enfants en bas âge que de jouer à un jeu vidéo, mais ce point est bien évidemment discutable. Et on ne m'ôtera pas de l'idée que de créer des jeux d'adultes pour des gamins, c'est juste une connerie sans nom. Là, les parents ont offert GTA V à un enfant vraisemblablement très ému. Mais est-ce que ces mêmes parents savent qu'ils ont volontairement mis leur enfant devant ceci? Voilà, ça c'est pour fêter le 11e anniversaire du mioche, et pour le suivant, il ira directement dans une boîte à striptease commander un mojito à 75 € pour voir une nana danser en tenue affriolante devant lui. Quoi qu'il en soit, cette vidéo nous apprend une chose. Sur le net, on ne poste jamais de vidéos sous ce format. Jamais. Ça, c'est un écran standard. Ça, c'est la place que prend la vidéo sur l'écran. On a donc une perte sèche de plus de 50% de l'espace utilisable, et si ça continue, un jour, il y aura bien un con pour estimer que ce format est un standard, et on se retrouvera alors avec des écrans comme ça. C'est ça que vous voulez ? Triple Town a donc la politesse de s'adresser à tout joueur intéressé par la réflexion. Il n'y a pas de violence, c'est visuel, c'est suffisamment bien fait pour qu'on comprenne très vite les mécaniques de jeu, et c'est suffisamment complexe pour donner envie d'élaborer des stratégies pour marquer des points. Les mauvaises langues souligneront le fait que les petits personnages qui se promènent sur l'aire de jeu sont atteints d'un trouble physique qui pourra déranger certaines personnes. En effet, en zoomant suffisamment, on se rend compte qu'ils souffrent tous d'exophthalmie. L'exophthalmie, c'est cette bordel de protrusion de merde du globe oculaire en dehors de sa saloperie d'orbite. Mais ça s'opère. En tarif non conventionné, bien sûr. Josiane, venez prendre les inscriptions. Forcément, il faut savoir à quoi s'en tenir. On est dans le domaine du jeu conceptuel. Il n'y a pas de scénario, pas de princesse à délivrer, pas réellement de quête annexe. Mais ça ne l'empêche nullement d'être très efficace. Et quand on a le sentiment que tout est foutu, d'un coup, on obtient un élément qui vous sauve toute la partie. L'inverse est aussi vrai avec les objets qui n'arrivent jamais au bon moment, on retrouve alors la même frustration géniale qui envahissait les parties de Tetris quand on était persuadé que l'ordinateur faisait exprès d'envoyer des pièces qu'il était difficile d'emboîter avec les autres. Si à la base le concept peut laisser perplexe, l'essayer, c'est généralement l'adopter, et très vite la furie du meilleur score viendra s'installer, allant même jusqu'à vous faire oublier vos priorités, comme par exemple de consulter sa liste de demandes d'amis sur la PlayStation 3. C'est aussi parfaitement le genre de jeu qu'on peut laisser de côté pour y revenir au bout de quelques semaines sans qu'on ait pour autant oublié comment il fonctionne.
Des petites aides sont affichées en permanence à l'écran pour vous permettre de ne pas vous planter, et le tutoriel est vraiment bien fichu. Dès qu'on a compris à quoi sert chaque élément, on visualise la partie et on essaye de déterminer comment exploiter le terrain au maximum afin de ne pas se retrouver coincé. De toute façon, tout part toujours en vrille à un moment ou à un autre, mais c'est surtout à cause de ces enfoirés de nounours. D'ailleurs, il commence à y en avoir un peu beaucoup là. On notera enfin qu'appliquer ce concept à la réalité permet d'obtenir des résultats pour le moins surprenants. La bande-annonce du jeu était accompagnée d'une musique vraiment agréable, mais le jeu en lui-même n'en propose aucune. Ou alors je n'ai pas trouvé comment l'activer. Dans un sens, ce n'est pas trop grave, vu que la plupart du temps, on joue à des jeux de cette trempe en coupant le son et en mettant à la place sa propre playlist. À défaut d'une playlist adaptée, je me permets donc d'utiliser une fois de plus les musiques géniales de Quartz. C'est peut-être pas ce qui est le plus adapté, mais moi j'adore. Les développeurs ont juste pris le soin de coller des bruitages vraiment bizarres. Les personnages font presque penser aux Sims dans leur façon de s'exprimer. Enfin, ils font penser à des Sims atteints. Thanks of Tiny. Pas trop grave non plus, mais le jeu n'est que partiellement traduit. Certaines portions sont inexplicablement affichées en anglais. À la rigueur, il vaut mieux pas de traduction du tout qu'une mauvaise traduction. Exemple ici avec Garfield, je vous laisse trouver ce qui ne va pas. Il est toujours délicat d'aborder les questions de prix dans une vidéo, notamment parce que les prix évoluent sans cesse autant à la baisse qu'à la hausse. Certains spectateurs aimeraient que j'explique pourquoi. D'accord, pas de problème, ils n'ont qu'à se manifester et on verra ça dans une autre vidéo. Triple Town m'a coûté environ 10 € sur Steam. Présenté comme ça, on peut être en droit de râler un peu, car il doit bien exister des tas de jeux similaires et gratuits. Pourtant, je ne regrette pas mon achat. Normalement, je ne devrais pas raisonner comme ça, mais si je prends en compte le nombre d'heures que j'ai passé sur ce jeu, 10 €, ce n'est pas grand chose, surtout si je ramène ça aux sommes nettement plus élevées investies dans d'autres jeux qui promettaient bien plus. La notion d'argent n'est bien évidemment pas la même pour tous, mais je pense que des jeux bien pensés et addictifs comme celui-ci justifient tout de même une telle somme. Cependant, il faut savoir que le jeu existe dans une autre version sur smartphone. Peut-être que vous vous en foutez parce que vous faites partie de la minorité de personnes qui n'a pas de smartphone parce qu'elle estime ne pas être indispensable au point d'être connectée au net en permanence. Si c'est le cas, sachez que vous avez tout mon respect autant que mon admiration. Cette version sera gratuite. En partie. Le développeur a eu la présence d'esprit de convertir le jeu dans une version plus légère et de le diffuser sans contrepartie financière à qui veut bien le télécharger. Il y a bien évidemment une limite à cette gratuité, mais celle-ci est présentée de façon pertinente. Vous disposez d'un nombre limité de coups à jouer et ceux-ci se régénèrent automatiquement avec le temps. Si vous êtes vraiment impatient, vous pouvez en acheter quelques-uns avec de l'argent virtuel ou vous pouvez en récupérer en regardant une vidéo. Vous viendrez peut-être me dire qu'il existe des moyens de contourner cette contrainte, soit au moyen d'une manipulation, soit au moyen d'un patch. Si c'est le cas, félicitations, vous êtes un crétin. En payant 3 € et quelques, vous pouvez obtenir des coups illimités. C'est là que le développeur fait fort. Le jeu est peut-être fourni dans une version visuellement moins soignée et les options sont moins nombreuses que sur la version présentée avant, mais on n'a pas le sentiment de devoir à tout prix passer par le porte-monnaie pour jouer. On est par exemple très loin de Candy Crush qui est un jeu présenté comme gratuit mais qui harcèle le joueur à chaque fois qu'il se gamelle sur un niveau. Effectivement, dans Candy Crush, les bonus ne coûtent pas grand chose, mais ce pas grand chose mis bout à bout rapporte tout de même plus de 600 000 € par jour à son créateur. D'un côté, on a donc un jeu qui vous offre la possibilité de vous éclater à moindre coût sans vous faire chier à tout bout de champ avec des histoires d'argent. De l'autre, une machine infernale qui vous balance juste de quoi vous faire croire que vous pouvez y arriver pour mieux venir vous avoir ensuite. Peut-être que l'avenir du jeu vidéo se trouve quelque part par là. Une version d'essai avec ce qu'il faut pour réellement vous permettre d'avoir un aperçu du produit final débouchant sur une participation financière mais cohérente. Il est bien évidemment hors de question de justifier l'espace d'un instant la généralisation des DLC. Dans l'état actuel des choses, et tant pis pour leur sujet, on assiste trop souvent à des ajouts payants qui ne procurent rien d'autre que des armes colorées ou des personnages avec des fringues différentes. Le truc trop utile. Parfois, on observe même des DLC qui procurent un réel avantage au joueur qui met la main au porte-monnaie par rapport à celui qui s'y refuse, créant ainsi une inégalité proche de l'insulte. Je généralise de façon extrême, mais c'est quand même souvent le cas. Le summum est atteint avec des jeux vendus en kit comme la série Train Simulator et dont le montant total des add-ons atteint des sommes affolantes. Là, on tombe dans des aberrations qui seraient autant amusantes que de demander aux joueurs de payer pour qu'un héros de jeu de plateforme puisse sauter.
Mais comme ça existe vraiment, pour le coup, ce n'est plus du tout amusant. Spryfox a su trouver le juste milieu en proposant un contenu divertissant mais limité, et il appartient ensuite uniquement aux joueurs de payer pour aller plus loin. Sur le papier, mélanger la stratégie avec un casse-brique semblait aussi rationnel que de remplacer la tronche de Miley Cyrus dans une de ses vidéos par celle de Nicolas Cage. Le pire est que quelqu'un a trouvé moyen de le faire. En pratique, on obtient un jeu incroyablement prenant avec ce qu'il faut de chance et de frustration pour vous donner envie d'y rejouer à chaque fois. Il y a une petite part d'incertitude dans le déroulement de chaque partie, mais ce facteur reste contrôlable grâce aux différentes options et possibilités offertes aux joueurs. Bien foutu, bien pensé et bien présenté, Triple Town fait sans problème partie de ces jeux qui pourraient vous accompagner pendant pas mal de temps. Payant mais pas excessif, il ne tombe pas dans la facilité des applications comme Farmville qui vous permettaient de gérer gratuitement votre ferme tout en payant pour des machins qui ne servaient strictement à rien. Si vraiment vous aimez ce type de jeu, Triple Town, c'est de l'or en barre. Quoi ? Tu réalises que tes blagues deviennent aussi pourries que les miennes, là, hein ? Non, mais tu fais peur, là, c'est... Non, je suis sérieux, là, ta blague était nulle. Ça se fait pas, des blagues pareilles, mais attends, qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens ?